Bonjour, je me présente, Blandine Calais-Germain, et je vais vous parler du travail que je fais depuis un peu plus de 40 ans, anatomie pour le mouvement, mais plus précisément d'un département à l'intérieur d'anatomie pour le mouvement qui s'appelle Anatomie Yoga. Anatomie pour le mouvement est un pôle de ressources qui contient autant des livres, des éléments d'édition comme des posters, des classeurs, des illustrations, mais aussi de très nombreux cours d'anatomie destinés aux personnes qui bougent et dans lesquels l'anatomie est enseignée, bien sûr, mais en constante relation avec le mouvement. Et c'est un pôle qui s'est développé avec le temps et qui a commencé à s'adresser aux danseurs et très vite aux personnes qui pratiquaient le yoga. Et nous avons été amenés dans ce pôle à développer ce département pour le yoga parce qu'il y avait des demandes spécifiques des personnes qui pratiquent le yoga. Alors en quoi l'anatomie peut intéresser les pratiquants de yoga? Je dirais d'abord en quoi elle peut intéresser les enseignants de yoga. Eh bien, c'est que dans le jeu des postures, ce que j'appelle quelquefois le jardin des postures, il y en a beaucoup d'entre elles qui engagent le corps dans des positions tout à fait inhabituelles pour les articulations. Et non seulement ça, les positions sont inhabituelles, mais pour certaines articulations du corps, elles sont parfois très amples. On joue sur la grande amplitude. C'est même souvent à ça qu'on reconnaît une posture de yoga par rapport à un mouvement de sport, par exemple, ou par rapport à un mouvement même de danse. Dans le yoga, beaucoup d'articulations sont emmenées à leur extrême amplitude d'une posture à l'autre. Et ça va quelquefois être bénéfique, mais quelquefois ça demande des préparations ou des adaptations parce que les personnes qui entament un cours de yoga n'ont pas toujours le corps prêt pour ces amplitudes. Alors je pense que c'est particulièrement nécessaire de connaître l'anatomie des principales articulations. Je pense à la hanche, bien sûr, qui est une des clés du yoga, mais je pense aussi au genou, qui est souvent une articulation intermédiaire, prise entre le pied en appui au sol et la hanche et le tronc au-dessus, et qui va souvent assumer ce qui manque à la hanche et ce qui manque en dessous au niveau de cheville-pied. Je pense aussi, bien sûr, à l'articulation de cheville et à sa relation avec le pied. Je pense aussi aux épaules, mais bien sûr, je pense, et je cite en dernier la région qui pourrait être la toute première, et je pense bien sûr à toute la colonne vertébrale qui est engagée quelquefois dans des grandes flexions, des grandes extensions qui vont dominer selon les postures sur une zone ou l'autre des régions intervertébrales, mais aussi, dans certaines postures, de grandes inclinaisons latérales et aussi de grandes torsions-rotations. Eh bien, tous ces mouvements sont très bénéfiques pour le corps s'ils sont pratiqués à la mesure du corps qui les pratique, c'est-à-dire pour une personne qui n'a pas l'habitude, à amplitude mesurée, et pour une personne qui est entraînée, pouvoir aller au maximum de ces amplitudes habituelles, qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc il est important de connaître pour chaque articulation
quelle est sa forme, comment sont disposés les équipements ligamentaires autour de l'articulation, quelquefois la forme de ce qu'on appelle la capsule articulaire, qui est un manchon qui entoure l'articulation et qui est un peu taillé sur mesure. Mais aussi, quelle est la disponibilité des muscles qui agissent sur l'articulation et qui sont quelquefois des muscles tout à fait locaux qui vont d'un os de l'articulation au suivant, et ce ne sont pas du tout les plus courants, mais aussi des muscles qui viennent quelquefois de bien plus loin. Il y a beaucoup de muscles dans le corps qui franchissent plusieurs articulations. Et ça fait que quand on s'occupe d'une articulation, surtout dans une posture, c'est quelquefois important de connaître d'où viennent les muscles sous-jacents et sous-jacents, et quelquefois, ils viennent de bien plus loin et ils conditionnent la disponibilité articulaire. Donc je viens de citer de nombreux éléments. Les surfaces articulaires, et je vais compléter, quelquefois les surfaces articulaires sont augmentées par des ménisques, des bourrelets, des éléments de cartilage qu'il convient absolument de respecter. Mais aussi les tissus d'attache, la capsule, les ligaments, tous ces tissus-là sont proches de l'articulation, mais aussi les tissus qui mettent l'articulation en mouvement, les muscles essentiellement. Eh bien, quand on connaît la structure de tous ces éléments, pour une articulation donnée, on va tout de suite savoir quel est son maximum d'amplitude, jusqu'où elle peut aller sans être en risque d'entorse ou de luxation, et quel est son mouvement de confort, c'est-à-dire pour une personne qui a peu d'entraînement, jusqu'où on va aller pour ne pas la surmener, mais aussi quelle est sa position de repos. Pourquoi c'est important de connaître la position de repos? Pour offrir entre les postures des situations de résilience. Pour étayer les programmes de cours, les nombreux programmes de cours dans le pôle Anatomie pour le mouvement, j'ai été amenée à écrire des livres, dont un qui est écrit depuis plus de 30 ans, qui s'appelle Anatomie pour le mouvement, et c'est un livre où sont présentés les os, les articulations, les muscles, dans une première présentation d'ensemble, très simplifiée, mais néanmoins complète. Et bien plus récemment, j'ai commencé une collection à l'intention des pratiquants du yoga. Et j'ai commencé par un livre assez généraliste qui traite d'un sujet particulier, c'est quel est le comportement des muscles dans le yoga? Qu'est-ce qui se passe pour les muscles dans le yoga? Et ce livre amène à observer les muscles dans le contexte des postures et voir que quelquefois ils sont mis en étirement, il faut donc qu'ils soient disponibles à l'étirement. Quelquefois cet étirement est indispensable pour que la posture se déroule dans le confort, mais aussi quelquefois aux muscles on va demander non pas de la longueur, mais de la détente. Il y a des postures où on demande la détente des muscles. Il y a aussi des postures où ce que l'on recherche et ce que l'on obtient en les pratiquant, c'est le recrutement de la force maximale. Pour certaines postures, eh bien, les muscles sont recrutés et même sont renforcés. Enfin, il y a des postures, elles sont abordées à la fin du livre, où on va demander aux muscles de se coordonner
pour obtenir un détail d'action qui va protéger, par exemple, l'épaule, dans les postures où on s'appuie sur les mains, comme le cobra, eh bien, il sera utile de connaître quels sont les muscles qui assument la descente de l'épaule. Donc, il n'est plus question de force, mais de coordination spécifique à l'intérieur d'une posture. Bien, alors ce livre-là est le début d'une collection qui va bientôt être suivie par un premier livre plus régional qui va s'appeler non pas Muscles et yoga, mais Genoux et yoga. Il est à paraître prochainement. Et à propos du genou, je vous propose d'observer, à titre d'exemple, comment certaines postures emmènent le genou au maximum de ses amplitudes et comment certaines personnes s'adaptent pour prendre la posture à quelques détails près de façon finalement très différente. Pour illustrer ce propos, je vais vous proposer un exemple de parcours, un exemple de cours d'anatomie yoga qui montre comment la connaissance des structures anatomiques peut quelquefois amener à modifier le regard sur une posture, la posture elle-même, et en tout cas comprendre ce que quelquefois on a fait depuis longtemps parce que ça se pratique dans les cours de façon empirique et qu'on est peut-être heureux de comprendre pourquoi on pratiquait telle adaptation. Notre exemple va porter sur l'articulation du genou. Regardons-la sur un mini-squelette. Nous voyons ici un mini-squelette qui est à moitié taille d'un squelette normal et nous voyons les deux genoux qui font partie de ce qu'on appelle les grosses articulations porteuses des membres inférieurs. Ces grosses articulations, ce sont la hanche, bien sûr le genou, mais aussi la cheville. Bien. Ces articulations sont particulièrement importantes, mais le genou a une particularité par rapport aux deux autres, c'est qu'il est intermédiaire entre la cheville qui va avec le pied et le sol ou la chaussure, et la hanche qui va avec le tronc, le haut du corps, le bassin. Le genou, lui, est intermédiaire entre les deux et il va souvent subir les influences, soit venant de la hanche et quelquefois de beaucoup plus haut, de la colonne, soit venant du sol à partir du pied. Et dans le yoga, c'est particulièrement présent. Il y a beaucoup de postures où le genou est pris en intermédiaire dans une chaîne articulaire, une succession d'articulations, où si de la mobilité manque au-dessus ou bien en dessous, c'est le genou qui va être sursollicité. Alors je vous propose de regarder le genou d'un peu plus près. Donc c'est une articulation très massive, c'est la plus grosse articulation du corps. Et on va la regarder juste, non plus sur un mini-squelette, mais on va regarder ça sur deux os à taille réelle. Les voilà. Et ils ont la taille de vos os ou des miens. Je mets mes mains pour que vous puissiez les voir en proportion. Ces deux os, ce sont le tibia qu'on voit ici. J'ai laissé le pied en place pour que vous puissiez bien voir que le tibia, c'est l'os d'en bas, l'os qui va avec le pied. Et l'os du haut, eh bien, c'est le fémur. Ce fémur qui, en haut, s'articule avec le bassin pour former la hanche. Mais il y a aussi un troisième os que je vous montre sur ce genou-ci, qui n'est pas toujours figuré, que je tiens là dans mes mains, c'est la patella,
qu'on appelle aussi la rotule. Et ce petit os, on le sent très bien à l'avant du genou, et il appartient aussi à l'articulation, mais pour l'instant, je choisis de ne pas en parler. Bien. Donc, je ne parle que du genou entre fémur et tibia. Et qu'est-ce que je constate? C'est que fémur et tibia, ce sont des os particulièrement longs, ce sont les os les plus longs du corps, et que pour former le genou, ces deux os sont devenus plus massifs. Le tibia ici est devenu nettement plus massif dans sa partie haute, et le fémur ici est devenu nettement plus massif dans sa partie basse. Ils prennent la forme, on peut dire, de troncs de pyramide. Ils ont un peu des formes de pyramide qui s'assemblent par leur base. Bien. Et à l'endroit où ils vont se joindre, s'articuler, ils sont revêtus d'un nappage qu'on voit ici coloré en bleu. Alors c'est un bleu signalétique, en réalité c'est un peu bleuté, un peu rose, et c'est un nappage qu'on appelle le cartilage. Donc on voit que le bas du fémur est nappé de cartilage articulaire, mais aussi le haut du tibia, regardez, qui comporte deux surfaces en forme de petites gouttières ou de petites baignoires. Et ces surfaces sur le tibia, qui sont installées sur le sommet du tibia comme sur un plateau, vont littéralement correspondre aux surfaces du fémur qui ressemblent un peu, quand on les regarde par en dessous, à deux roues. Voilà, vous les voyez ici. Et ces deux roues vont venir s'installer sur les deux gouttières du plateau. Nous avons donc ici des surfaces articulaires qui forment comme une poulie pleine pour le fémur et des zones creuses pour le tibia. C'est souvent comme ça dans les surfaces articulaires, des surfaces de forme pleine qui vont s'organiser avec des surfaces de forme creuse. Et ici, nous voyons que la double roue du fémur va venir correspondre à la double gouttière du tibia et que nous avons un dispositif particulièrement adapté pour pratiquer le grand mouvement du genou qui est la flexion ou son mouvement de retour qui est l'extension. C'est l'articulation du corps qui a la plus grande amplitude articulaire. Regardez, on peut amener les deux os l'un contre l'autre et presque tout le monde sait le faire, même sans entraînement. Donc flexion, retour de flexion, et on voit que ces surfaces articulaires et les cartilages qui les nappent vont largement augmenter la performance de glissement de l'articulation. L'articulation du genou, c'est ce qu'on appelle une diarthrose. Alors je vais prendre deux images pour vous montrer ce que c'est qu'une diarthrose en quelques mots. Regardez ce dessin. Nous avons ici un os, ça pourrait être un os de la main par exemple, qui se termine par du cartilage bleuté, et un autre os avec là aussi une surface articulaire plus ou moins concave, creuse, tandis que la première surface était plus ou moins bombée. On voit que c'est très souvent comme ça que s'installe le dispositif articulaire. Quand on a comme ça des deux os qui sont en non-continuité l'un avec l'autre, parce que quelquefois ils sont reliés entre eux par ce qu'on appelle du fibrocartilage, mais ici on voit que ce n'est pas le cas. Ces deux os, on pourrait les séparer un peu, les rapprocher, les mettre en contact
les séparer à peine, etc. Quand on a ce dispositif, on appelle ça une diarthrose. Diarthrose, di à cause de deux os en séparation de continuité. Bien. Mais il faut que ces deux os tiennent ensemble. Et pour ça, il y a, à chaque fois qu'on est devant une diarthrose, il y a un dispositif de maintien des deux os ensemble. Voilà les mêmes deux os vus dans l'autre sens. Un os avec un cartilage de forme bombée, un os avec un cartilage de forme un peu concave. Et qu'est-ce qui a changé? C'est que autour des extrémités osseuses, nous voyons, coupé pour le voir aussi à l'intérieur, nous voyons un espèce de manchon qui est ici vu par l'extérieur en jaune et ici vu à sa face profonde comme la doublure d'un manteau. Voilà, ça c'est la face profonde de ce manchon qui maintient les deux os ensemble. Alors même si le dessin montre les deux os un peu séparés pour la démonstration, il faut imaginer qu'en réalité, ces deux os vont se trouver en contact. Ils sont maintenus en contact par ce manchon. Ce manchon porte un nom. Il s'appelle la capsule articulaire. C'est l'élément le plus profond qu'on retrouve en anatomie quand on étudie une articulation. Ce manchon va être recouvert par des ligaments, dont je vais parler juste après, mais aussi par des muscles profonds, des muscles plus superficiels et enfin par la peau. Donc le manchon capsulaire qu'on voit ici, c'est un élément très profond qui maintient les os ensemble. On peut avoir idée de ce que c'est quand on regarde, par exemple, les articulations des doigts et on peut deviner sous la peau ce manchon qui comporte des plis à certains endroits pour permettre le développement des mouvements et qui à certains autres endroits n'en comporte pas pour empêcher certains mouvements. Ce manchon, dans sa face profonde, est doublé d'une deuxième épaisseur qui va sécréter un liquide intra-articulaire, parce que tout ça ressemble au final à une petite chambre articulaire assez étanche, pas complètement étanche, mais un peu étanche. Et dans cette chambre articulaire, il y a un tout petit peu, de liquide qu'on appelle la synovie. Ce liquide facilite les glissements et nourrit les cartilages. Il est très précieux pour le mouvement. Bien, maintenant que j'ai parlé des extrémités osseuses, des cartilages, de la capsule et de sa doublure et de la synovie, eh bien, je termine en disant que la capsule est le plus souvent épaissie par endroits, un peu comme si on l'avait tissée avec double fil. C'est comme un tissu, c'est du tissu conjonctif avec des fibres. Et c'est comme si à certains endroits les fibres étaient plus nombreuses et plus épaisses. Et ces épaississements portent le nom de ligaments. Les ligaments, on en trouve dans toutes les articulations. Ce sont le plus souvent des épaississements de la capsule articulaire. Et là, je vais vous présenter un ligament du genou qui est particulièrement important. C'est le ligament que l'on va trouver à la face interne du genou. Alors, c'est quoi la face interne du genou? Regardons. Si je regarde à nouveau les deux membres inférieurs sur un mini-squelette, eh bien,
je vois que pour chaque genou, il y a une face antérieure, qui d'ailleurs correspond à la rotule, à la patella, mais il y a aussi une face située à l'extérieur, qu'on appelle la face externe, et il y a aussi une face située côté interne. Et il faut voir que les deux faces internes des deux genoux eh bien, sont situées l'une vers l'autre. Donc, nous allons regarder maintenant sur un genou en taille réelle, nous allons regarder un ligament qui se trouve à la face interne. Donc, pour ce genou-là, c'est ici, et pour ce genou-là, c'est là. Je récupère mon genou à taille réelle et attention, je signale maintenant que c'est un genou droit. Donc, pour ce genou droit, la face interne est ici. Et je le montre avec le pied pour que ce soit évident. Et maintenant, nous n'allons plus voir le pied, nous allons juste voir le genou en place. Alors, j'installe bien les deux os l'un contre l'autre et nous allons installer ici un ligament qui se trouve à la face interne du genou. Donc, il faut imaginer qu'autour de ce genou, il y a la capsule que j'ai décrite, qui est de façon générale dans les articulations, et que, épaississant la partie interne de cette capsule, nous avons un ligament que je vais figurer par cet adhésif que je vais installer aux endroits où s'attache le ligament. Donc il s'attache ici, je le fixe, ensuite je le pince pour qu'il n'adhère pas parce qu'il fait partie de la capsule, et ici je l'attache sur sa partie haute. Voilà ce ligament qui se trouve à la face interne du genou. Je fais tourner le genou pour que vous puissiez le voir. Ce ligament va empêcher quoi? Il va empêcher, regardez bien, si je remets le genou de face, il va empêcher les mouvements latéraux du genou. Ce sont des mouvements qui ne devraient jamais exister, en tout cas jamais sur un genou tendu. Quand ils existent, ça signifie que ce ligament est soit rompu, soit distendu. Bien. Donc ces mouvements latéraux sont empêchés complètement par ce ligament et aussi par des muscles qui le secondent. Nous regardons une posture dans laquelle ce ligament est à l'ouvrage. Regardez bien, dans cette posture à jambes écartées, où le poids du tronc pèse fortement sur les jambes qui sont en oblique, on peut facilement comprendre que le poids du tronc, de la tête et même des bras va tendre à accentuer la latéralité du genou. Mais cette latéralité n'existera pas parce que le ligament latéral interne de chaque côté, ici, empêche complètement ce mouvement latéral. Donc on a un exemple de posture à genoux tendus où même s'il y a une forte contrainte qui tendrait à faire plier le genou latéralement, le ligament l'empêche complètement. Maintenant, regardons ce qui arrive à ce ligament quand on fléchit le genou. Regardez bien, j'installe le genou visible de profil, profil interne, et je vais fléchir le genou et nous voyons que lors de la flexion, ce ligament est moins tendu. Et même, plus je vais fléchir,
plus il va se détendre. Il va être comme plissé. Ça, c'est important parce qu'à partir du moment où ce ligament est moins tendu, il va y avoir des mouvements qui deviennent possibles dans le genou. Premier mouvement que je vous montre, c'est que par exemple, on va pouvoir un peu faire tourner ici le tibia. Vous voyez que je fais tourner le tibia un peu comme un tournevis. Voilà. Ça, c'est un mouvement qu'on opère souvent dans les postures de yoga à genoux fléchis. Et il devient possible à partir d'une certaine amplitude de flexion à cause de la détente de plusieurs ligaments, dont celui-ci. Mais il y a un autre mouvement qui devient possible quand j'amène le genou en grande flexion. Regardez bien qu'ici, plus j'amène le genou en flexion, et plus le ligament est détendu. Il est littéralement plissé. Et bien du coup, je peux un peu bouger les os, regardez bien, latéralement. Je peux les bouger en amenant ici le tibia, regardez ce que fait ma main, à l'extérieur du fémur. Donc ici, j'ai les deux os l'un sur l'autre. Et là, je prends le tibia et à cause de la détente du ligament, je peux amener le tibia un peu, quelques degrés, dans ce mouvement latéral qu'on appelle une abduction. Eh bien, parmi les postures de yoga, il y en a une où on fait connaître au genou ce mouvement. On est assis avec les genoux très fléchis et on assied le bassin entre les pieds. C'est la posture du héros, Virasana. Eh bien, dans Virasana, regardez bien ce qui se passe pour les os, les deux grands os qui composent le genou. Les fémurs ici sont à peu près parallèles, on a les genoux, les cuisses à peu près parallèles, mais pour placer les pieds en dehors des fémurs, eh bien, il y a un cas de figure où on va utiliser le fait, regardez ici, je mets mon crayon sur le tibia, eh bien, j'ai amené le tibia un peu latéralement par rapport au fémur. Donc ce mouvement dont je vous disais au début de la démonstration qu'il était totalement impossible à genoux tendus et même qu'il signait une lésion du ligament, attention, quand on est à genoux complètement fléchi, je dis bien complètement fléchi, eh bien, ce mouvement devient possible, regardez, de quelques degrés. C'est pourquoi, dans Virasana, il est possible de s'asseoir avec les deux tibias qui ne sont pas sous les deux fémurs et qui ne sont pas parallèles entre eux. C'est possible, mais attention, pour beaucoup de personnes, très vite, le ligament latéral interne qui est ici, vous voyez le ligament que j'ai monté avec l'adhésif, il se trouve ici ou il se trouve là. Et très vite, si on écartait un peu plus les pieds, le ligament latéral interne se retrouverait de nouveau en tension. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs aménagements qu'on va pouvoir pratiquer quand on s'installe dans cette posture ou en cours de posture et qui vont faire que les ligaments latéraux internes sont moins tendus. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas souhaitable
que ces ligaments soient trop tendus. Si une personne nous signale ici qu'il y a un endroit qui tiraille trop ou même qui tiraille avec de l'inconfort ou même de la douleur, il faut immédiatement arrêter et aménager la posture. Alors, je vous propose d'observer les aménagements que nous allons pouvoir faire. Peut-être que vous les pratiquez déjà et peut-être que vous les pratiquez sans savoir exactement pourquoi on pratique comme ça. Donc vous allez comprendre que presque tous les aménagements sont dus à la mise au confort du ligament latéral interne. Premier aménagement qu'on va pouvoir pratiquer, c'est tout simplement, regardez ici, la posture est pratiquée vue de dos. Nous voyons une personne assise entre les pieds, mais nous voyons qu'elle a placé sous son bassin, sous ses ischions, un bloc ou même ici 2 blocs qui ont permis quoi au juste? Qui ont permis de supporter, de soutenir le poids. Quel poids? Le poids du bassin, mais aussi tout le poids du tronc, mais aussi le poids du cou, de la tête et des membres supérieurs. C'est beaucoup, ça fait souvent une trentaine de kilos. Et donc ce sont autant de kilos de charge qui n'arrivent plus sur le genou en flexion. Donc la posture est libérée de cette contrainte du poids qui force le genou à fléchir sans pouvoir doser la flexion. Donc, le fait de surélever, c'est un premier moyen d'aménager la posture. Alors on me dira quelquefois, de combien de hauteur? Ça peut être juste la moitié d'un bloc, comme ceux qu'on voit ici. Ça peut être un bloc, ça peut être, comme ici, 2 blocs l'un sur l'autre. En fait, la hauteur n'est pas standard. La bonne hauteur, c'est celle qui va faire que la personne ne ressent plus aucun tiraillement à l'intérieur de ses genoux. Ça veut dire que les ligaments, même s'ils sont un peu mis en tension, ne sont pas mis en tension avec la charge de tout le poids du haut du corps. Il y a un deuxième aménagement qu'on peut faire, regardez, c'est d'attraper les talons et de les orienter vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait quand on oriente son talon, je le montre ici avec le pied, vers l'extérieur? Eh bien, est-ce que vous comprenez qu'en emmenant le talon à l'extérieur, on emmène le tibia en rotation vers l'intérieur. On emmène le tibia et aussi le pied. Regardez le pied qui vient dans ma main. Voilà. Donc, quand le talon part à l'extérieur, on a fait tourner, comme c'est le cas sur cette image, on a fait tourner le tibia en rotation interne. Or, il se trouve que la rotation interne du tibia détend le ligament latéral interne. Elle est devenue possible, on l'a vu auparavant, parce que le genou est fléchi, et cette rotation donne un peu de marge au ligament latéral interne et lui permet de rester confortable. Donc nous avons cette première disposition qui est en attrapant les talons et en les emmenant vers l'extérieur, attention, pas tout le pied, juste le talon, pour faire tourner avec l'arrière du pied, pour faire tourner tout le tibia jusqu'au genou. Bien, on peut aussi procéder différemment. Regardez ici, on voit la posture vue par en haut et par l'avant
depuis le côté droit. Et on voit la personne qui travaille sur son côté droit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape avec les mains la masse de son mollet et elle emmène le mollet vers l'extérieur. Tiens, c'est un autre moyen de faire tourner le tibia vers l'intérieur. Donc, en écartant les mollets, en prenant la masse du mollet et en l'emmenant vers l'extérieur, en fait, elle fait tourner son tibia vers l'intérieur. Et là, je vous redis, la rotation interne du tibia est un moyen de détendre le ligament latéral interne et de lui donner un peu de marge de confort. Alors, les deux aménagements que nous venons de voir s'adressent au tibia, mais on peut aussi jouer sur l'os de la cuisse, puisqu'on a vu que dans le fémur, il y a deux os. Donc on peut jouer sur le fémur. Et le fémur, on va plutôt l'amener comment? Eh bien, si ça va bien d'amener le tibia en rotation interne, par un mouvement du mollet vers l'extérieur, eh bien, on va voir qu'au niveau de la cuisse, il en sera de même. On va attraper la masse de la cuisse et on va l'emmener de la même manière. Regardons cela. Ici, nous voyons que la personne a saisi non plus son mollet, mais à deux mains la masse de la cuisse, à la fois en bas, près du genou, et en haut, plus à mi-cuisse et même plus près de la hanche. En fait, ce n'est pas la cuisse qu'elle veut emmener, c'est à l'intérieur des masses musculaires, l'os fémur qu'elle veut faire tourner dans ce sens. Pourquoi? Parce que là aussi, cette rotation, et quand on voit les os tourner, on le comprend très bien, cette rotation de la cuisse va détendre le ligament latéral interne. Et maintenant, quelquefois, on peut souhaiter effectuer les deux rotations-torsions de la jambe et de la cuisse en même temps. Bien, c'est possible. Il suffit pour cela d'avoir placé, avant de démarrer la posture, une écharpe autour de la cuisse et regardez ici, la personne tracte le brin qui est à l'extérieur et elle s'apprête, grâce à l'écharpe, à faire tourner la cuisse dans ce sens et elle fait ça avec une seule main. Et de l'autre main, eh bien, elle reprend le mouvement que nous avons vu en tout premier et qui consiste à saisir le mollet, ça pourrait être aussi saisir le pied, et à emmener le mollet ou le talon vers l'extérieur pour faire tourner le tibia vers l'intérieur. Ces aménagements amènent immédiatement un changement dans le ressenti de la posture au niveau de l'intérieur du genou. Maintenant, je vais vous annoncer quelque chose de supplémentaire, c'est qu'il y a parmi les personnes qui pratiquent le yoga, certaines d'entre elles qui n'ont pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles font tourner non pas les deux os l'un par rapport à l'autre, mais elles font tout tourner depuis la hanche. Elles font tourner en rotation interne les deux cuisses complètement et du coup, elles couchent la cuisse et la jambe face interne vers le sol. Pour ces personnes-là, il n'y a aucune latéralité dans le genou. La posture est prise complètement différemment.
Et à quoi on le voit? C'est que ces personnes-là s'installent spontanément et sans aucune gêne, surtout. Comment? Avec les deux pieds fléchis et tournés vers l'extérieur. Pour une personne qui n'a pas de rotation interne de hanche, c'est totalement impossible. Il faut jouer avec ce que je viens de montrer. Mais je vous redis, pour certaines personnes, il y a au niveau des hanches une rotation interne tellement importante en amplitude que ces personnes vont littéralement coucher sur la face interne et la cuisse et la jambe et se retrouver avec les pieds tournés vers les côtés. Le seul critère important, quelle que soit la façon dont on pratique, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il faut respecter le ligament latéral interne. Pourquoi? Parce que c'est un ligament très précieux pour la stabilité du genou. Si ce ligament est distendu ou surmené, le genou va se trouver très instabilisé et ce n'est vraiment pas désirable. Voilà, donc je vous ai donné un exemple et à travers cet exemple, je vous ai montré comment on peut souhaiter aménager, adapter ou quelquefois, c'est important, quelquefois on va être amené à décider de ne pas pratiquer la posture ou ne pas la pratiquer sans un matériel d'adaptation, par exemple les blocs. Voilà. Donc, anatomie yoga, ça sert à ça. Et là, je vous ai donné un exemple pour ouvrir un peu la boîte d'un exemple parmi plusieurs centaines. Alors, anatomie yoga se présente comme une série de stages de 3 jours qui peuvent être pris dans l'ordre que l'on veut, parce que les personnes qui arrivent dans ce cursus, quelquefois vont commencer avec colonne vertébrale, et quelquefois c'est déjà passé. Et donc elles vont commencer avec hanche, ou elles vont commencer avec épaule, ou elles vont commencer avec genou, etc. Il y a 5 stages qui sont les stages majeurs, qui concernent des régions ou des articulations ou une fonction essentielle. Ce sont les stages sur les mobilités de colonne vertébrale, sur la hanche, sur le genou, sur l'épaule et le stage sur la cinétique respiratoire dans le pranayama, comprendre ce qui se joue au niveau du fonctionnement respiratoire lors du pranayama. Ces 5 stages-là forment un noyau d'études important. Autour de ces 5 stages, il y en a 7 autres et l'éventail s'agrandit un peu chaque année à la demande des participants. Il y a par exemple un stage sur le périnée et le yoga. Il y a un stage sur cheville-pied et yoga, un autre sur cage thoracique et yoga. Et ces stages sont non pas moins importants, mais on peut dire que les premiers stages sont franchement indispensables. Pour les personnes qui le souhaitent, elles peuvent inclure ces stages dans un cursus plus complet qui est diplômant. Et pour cela, je vous renvoie sur le site à la description du cycle diplômant qui se termine chaque année par un stage diplômant. Il y a un stage chaque année au mois de juin où des personnes présentent un mémoire d'anatomie. Qu'est-ce qu'elles y présentent dans ce mémoire? Eh bien, elles disent par exemple comment l'anatomie va transformer un détail d'exécution du yoga. Mais ça peut être aussi le contraire. C'est comment le yoga peut améliorer telle ou telle partie de l'anatomie, bien sûr, s'il est pratiqué dans le souci de la structure. Voilà.
je vous ai présenté Anatomie Yoga. C'est donc une branche d'anatomie pour le mouvement. Anatomie pour le mouvement existe depuis maintenant 40 ans. Et c'est un pôle de ressources sur l'anatomie et le mouvement où on essaye d'enseigner l'anatomie en interaction constante avec le mouvement. Ça veut dire qu'on passe 20 minutes, par exemple, dans de la théorie, mais presque aussitôt, on va partir au tapis pour comprendre en acte soit ce qu'on vient d'étudier, soit ce qu'on va ajouter à ce qu'on vient d'étudier. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.